Vous écoutez Les Dessous de la littérature, le podcast d'anecdotes littéraires. Je m'appelle Anna, je suis autrice et lectrice passionnée depuis toujours. J'ai créé ce podcast parce que les mots convoquent le réel et participent à le modeler, parce que la littérature est le héros de la société, parce que la beauté mérite d'être célébrée. Et c'est pourquoi je vous invite, avec moi, à plonger entre les hémistiches, à vous laisser submerger par le flot des métaphores, à voguer sur les assonances et à venir vous lever au creux des pages en toute sérénité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous pour ce nouvel épisode des Dessous de la littérature. J'espère déjà que votre été s'est bien passé et peut-être même que je vous ai accompagné durant quelques-unes de vos pérégrinations ici et là, en compagnie de Stefan Zweig ou Ella Maillard dans ma série estivale Partir en vacances avec. En tout cas, nous voici de nouveau réunis pour explorer ensemble de nouvelles anecdotes méconnues en compagnie d'auteurs et d'autrices de la littérature francophone et mondiale. Aujourd'hui, je vous emmène d'ailleurs à Londres, figurez-vous, en compagnie d'une autrice phare du XXe siècle, phare pour son style littéraire d'une part, et marquante également par son engagement féministe. Les Dessous de la littérature vous emmènent aujourd'hui dans les pas de Virginia Woolf. Et d'ailleurs, si je vous dis Virginia Woolf, peut-être vous vient-il en tête le titre d'un de ses romans, ou alors cette image de profil d'une femme élégante et mélancolique, ce regard que l'on devine lointain sur les photographies. Mais qui était-elle vraiment, cette icône littéraire, figure du modernisme anglais et pionnière du féminisme intellectuel ? Virginia Woolf naît le 25 janvier 1882 à Londres. Elle s'appelle alors Adeline Virginia Alexandra Stephen. Elle voit le jour au cœur de la haute société victorienne dans une maison du quartier de Kensington, au 22 Hyde Park Gate. C'est une maison pleine d'enfants, pleine de livres, mais aussi pleine de fantômes. Car la famille de Virginia, c'est déjà une histoire complexe. Ses parents sont tous deux veufs et en se mariant, ils rassemblent les enfants de 3 unions différentes. Avec cela, imaginez une atmosphère où la littérature, la philosophie, la photographie, l'art circulent comme une monnaie d'échange quotidienne. Son père, Sir Leslie Stephen, est écrivain, philosophe, alpiniste et surtout le premier directeur du Dictionary of National Biography, un monument pour les lettres britanniques. Sa mère, quant à elle, Julia Stephen, est une femme d'une beauté fascinante, muse des pré-raphaélites et modèle de la photographe Julia Margaret Cameron, qui n'est autre que sa tante. C'est donc dans cette effervescence intellectuelle que Virginia grandit, en même temps qu'elle subit les blessures silencieuses de son enfance. Très tôt, elle est victime d'abus sexuels commis par ses demi-frères George et Gerard Duckworth, 20 ans plus âgés qu'elle. Une tragédie qui restera une plaie ouverte dans sa mémoire et dans son œuvre. La jeune Virginia est instruite à domicile, mais elle bénéficie, pour sa chance, d'un accès illimité à la grande bibliothèque paternelle. Elle y dévore les classiques, la littérature anglaise, les récits de voyage. Et pourtant, ses souvenirs les plus lumineux, elle ne les puise pas à Londres, mais dans les étés passés en Cornouailles, à Saint-Ives. Là-bas, face à la mer et au phare de Godevry, elle façonne déjà les images et les émotions qui inspireront la promenade au phare bien des années plus tard. Mais à 13 ans, son monde bascule. Sa mère meurt brutalement, emportée par la grippe. 2 ans plus tard, sa demi-sœur Stella disparaît à son tour. Pour Virginia, c'est la première dépression, la première plongée dans ce que Leonard Woolf, son futur mari, appellera plus tard, et je cite, ses crises. Une fragilité psychique, psychologique, une vulnérabilité qui l'accompagnera toute sa vie, on va le voir. En 1904, c'est au tour de son père de mourir. C'est un coup de grâce pour Virginia qui sombre dans un effondrement psychique si grave qu'elle est brièvement internée. Mais cette même année marque aussi un tournant, puisque, avec ses frères et sœurs Vanessa, Toby et Adrian, elle quitte la maison familiale et elle s'installe à Bloomsbury. Bloomsbury, c'est un peu un nom qui sonne comme une promesse d'avant-garde. Là-bas, les Stephen attirent autour d'eux une constellation d'écrivains, d'intellectuels, d'artistes, de penseurs. C'est le début de Bloomsbury Group, ce cercle informel qui va révolutionner l'art, la littérature et la pensée britannique. Entre eux, il n'y a pas de convention, on y parle d'art, de sexe, de politique avec une liberté relativement inédite. En 1912, Virginia épouse Leonard Woolf, un écrivain, éditeur, socialiste qu'elle décrit alors comme un « juif sans le sou ». Leur mariage est un pacte d'intellect, de respect et de soin. Il ne sera jamais un mariage de corps, car Virginia ne ressent pas d'attirance physique pour lui, mais il sera un mariage d'âme et un mariage littéraire.
Ensemble, ils fonderont la Hogarth Press, leur propre maison d'édition qui publiera notamment les œuvres de Virginia, mais aussi celles de Freud, de T.S. Eliot et même de Catherine Mansfield. Dans les années 1920, Virginia Woolf croise la route de Vita Sackville West, une aristocrate écrivaine flamboyante, libre. Et de là va naître une liaison amoureuse qu'on retrouvera dans Orlando, ce roman fantasque et lumineux où le héros change de sexe au milieu du récit et traverse les siècles. Vita inspirera à Virginia une passion, une complicité et l'une des correspondances les plus intenses de la littérature. Mais derrière l'apparente légèreté du Bloomsbury Group, derrière les succès littéraires qui s'enchaînent, comme ceux de Mrs. Dalloway, La promenade au phare, Les vagues, la mélancolie ne lâche pas Virginia. Elle lutte contre ce qu'elle appelle des voies, des vertiges psychiques et les retours de la dépression. En 1941, alors que la Seconde Guerre mondiale s'étend, que Londres est bombardée, que la peur et la fatigue la rongent, Virginia sent la folie revenir. Elle laisse une lettre déchirante à son mari, une autre à sa sœur Vanessa, et elle s'enfonce dans les eaux de la rivière Ouse, les poches pleines de pierres. Elle avait alors 59 ans. Mais sa voix, elle, ne s'est jamais vraiment tue, car Virginia Woolf a marqué la littérature non seulement par ses romans, mais par sa façon unique de restituer le flux de la conscience, avec une manière d'écrire l'intérieur du monde, d'épouser les pensées et les sensations de ses protagonistes. Avec Une chambre à soi, elle a aussi offert au féminisme une réflexion fondamentale. Pour qu'une femme puisse écrire, pour qu'elle puisse prendre la plume, il lui faut une chambre à soi et une rente de 500 livres par an. C'était il y a plus de 100 ans. Et pourtant, la voix de Virginia Woolf continue de nous parler, de nous murmurer que le monde intérieur est un continent à explorer et que la littérature est peut-être la carte pour ne pas s'y perdre. Partie 2 donc, l'anecdote du jour. Parce que l'anecdote, c'est que, avant d'être écrivaine, Virginia Woolf était journaliste. On l'ignore souvent, mais Virginia Woolf a commencé sa carrière par le journalisme et d'ailleurs par une passion dévorante pour cela. Bien avant d'être l'immense romancière et essayiste que l'on connaît, elle écrivait déjà pour les journaux. Et cette passion pour la presse, elle l'a cultivée très tôt. À 9 ans à peine, Virginia et sa sœur Vanessa créent ensemble leur propre journal familial, le Hyde Park Gate News, du nom de la rue où elle vivait, à Kensington, dans le Londres bourgeois. Et je trouve cette anecdote absolument délicieuse. Imaginez-vous, les deux sœurs tenaient un journal manuscrit rempli de chroniques quotidiennes, de devinettes, de feuilletons, de caricatures de leurs frères, parfois très satiriques. Un jeu d'enfant peut-être ? Pas seulement. C'était un exercice d'écriture régulière qu'elles poursuivront quand même pendant 4 ans, en concurrence avec leur frère Adrian, qui lui aussi avait lancé son propre journal familial, The Talent Gazette. On pourrait croire que c'est anecdotique, que c'est un jeu d'enfant, mais moi je trouve ça très révélateur, parce que ça signifie que la presse faisait partie de l'univers des Stephen, leur père Leslie étant lui-même journaliste et écrivain. C'est dans cette ambiance littéraire et critique que Virginia développe très tôt un rapport naturel à l'écriture. Et plus tard, elle écrira d'ailleurs dans son journal intime « Je ne peux pas m'empêcher d'écrire ». C'est ainsi qu'en 1904, elle devient journaliste professionnelle. Elle a alors 22 ans et elle publie son premier article dans le Guardian, Pèlerinage à Haworth. Haworth, pas sûre de mon accent anglais, encore une fois, en digne représentante de la francophonie, j'ai un petit peu du mal avec les prononciations anglo-saxonnes. Bref, donc ce fameux pèlerinage, elle y raconte sa visite au presbytère des Sœurs Brontë, ses modèles littéraires. C'est un texte non signé comme beaucoup de ses premiers écrits. Elle commence par des critiques littéraires, mais aussi par des articles plus politiques, pour de grands titres comme The Times Literary Supplement et le Nation and Athenaeum, dont les pages littéraires sont notamment dirigées par son mari Leonard Woolf, ou encore les New Republic. Elle-même raconte avec simplicité dans une conférence donnée en 1931 comment elle est devenue journaliste. Il suffit d'imaginer une jeune fille assise, un crayon à la main. Elle n'a qu'à faire glisser ce crayon, de gauche à droite, de 10h du matin à 1h. Puis, il lui vient l'idée de faire quelque chose de simple. Glisser quelques-unes de ses pages dans une enveloppe, y coller un timbre, et jeter l'enveloppe dans la boîte aux lettres au coin de la rue. C'est ainsi que je devins journaliste, et mes efforts furent récompensés par une lettre contenant un chèque d'une livre et 10 shillings. Cette indépendance financière, ou en tout cas ce début d'indépendance financière, elle y tient, et elle la revendique dans son célèbre essai « Une chambre à soi ».
Une femme doit avoir de l'argent et une chambre à soi si elle souhaite pouvoir écrire des histoires. Le journalisme lui permettra justement d'obtenir cette autonomie. Mais c'est également un laboratoire. Dès 1905, elle théorise même dans un article intitulé La décadence de l'essai, la forme de l'essai personnel qu'elle rattache à Montaigne. Avec ses plus de 500 articles, Woolf a exploré tous les genres journalistiques. La critique littéraire, les portraits, les chroniques politiques et sociales, les réflexions théoriques sur l'art d'écrire, qu'elle célèbre ainsi dans un article de 1924. Dire la vérité sur soi-même, se découvrir dans toute sa familiarité, n'est guère chose aisée. Et puis, Woolf s'engage pour le droit des femmes, contre le fascisme, pour la paix. Dans la Yale Review, en 1930, elle signe Mémoire d'une coopérative de travailleuses. Elle réclame aussi le droit de vote, le droit au divorce, l'égalité salariale. Son journalisme, elle l'a aussi parfois vécu comme une contrainte. Elle est parfois fatiguée de devoir corriger ses propres écrits, de devoir écrire vite et de renoncer à la pudeur de s'exposer par le biais de ses écrits. Mais c'est bien dans cette discipline, dans cette rigueur imposée par la presse, que Virginia Woolf a inventé sa liberté de ton et de pensée. Une liberté que l'on retrouve partout dans ses romans et qui a fait d'elle non seulement une des plus grandes écrivaines du XXe siècle, mais aussi une journaliste engagée qu'on a longtemps oubliée. Alors la prochaine fois que vous lirez Mrs. Dalloway ou Les Vagues, souvenez-vous. Derrière la romancière célèbre se cache aussi une journaliste acharnée, une plume libre et engagée qui n'a cessé de scruter son époque et d'y prendre part. Peut-être même que c'est là le secret de son écriture, cette capacité à mêler le regard affûté de la journaliste et la sensibilité de la romancière. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à partager le podcast autour de vous, à en parler à vos amis lecteurs ou curieux de littérature. Vous pouvez aussi laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de faire voyager encore un peu plus la voix de ces grandes figures de la littérature. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner au podcast pour retrouver bientôt d'autres auteurs et autrices à découvrir autrement. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans les dessous de la littérature.